Imaginez un instant le tout premier outil. Pas juste un vague morceau de bois ramassé par terre, hein, plutôt un silex. Mhm. Loti taillé. Voilà, un éclat de pierre vraiment taillé de manière symétrique, pensé à l'avance, et surtout, et c'est ça qui est fou, conservé précieusement après son utilisation. Ouais, c'est une image puissante. Ça donne le vertige en fait, parce que la plupart du temps, quand on prononce le mot technique, aujourd'hui, notre cerveau saute direct à la case actuelle de l'évolution. C'est clair, on pense tout de suite high-tech. Exactement. On pense smartphone ultra fin ou ordinateur quantique ou intelligence artificielle qui génère du code. On a vraiment cette tendance à réduire la technique à la technologie moderne. C'est un raccourci très courant, oui. Et justement, nos sources du jour, qui explorent vraiment cette notion de philosophie hyper classique, nous invitent à voir ça autrement. Ce n'est pas juste des machines branchées sur le courant, c'est carrément l'essence humaine qui se joue dans ce bout de silex. Bon, décortiquons un peu ça, parce que c'est notre mission aujourd'hui. Absolument. On va offrir une vue d'ensemble bien structurée, avec des citations pour tous ceux qui révisent cette notion de la technique, par exemple pour le bac de philo. Une sorte de plan de dissertation audio, quoi. C'est une excellente approche. Et pour poser les bases, il faut d'abord regarder la tension immense qui entoure cette idée, surtout depuis le XXe siècle. C'est vrai que c'est très polarisé. Très. La technique, en fait, elle suscite des réactions viscérales. D'un côté, il y a une fascination presque aveugle, une foi religieuse dans le progrès technologique qui va soi-disant sauver le monde. Ouais, le fameux solutionnisme. C'est ça. Et de l'autre côté, il y a une terreur absolue face au désastre écologique, à la bombe atomique ou au flicage numérique. Mais le piège, et c'est là que la philo intervient, c'est de rester bloqué dans ce débat binaire. Du genre, êtes-vous pour ou contre la technique? Voilà, c'est un discours stérile. Demander si on est pour ou contre la technique, c'est aussi absurde que de demander si on est pour ou contre la gravité, en fait. Ah ouais, vu comme ça. Il faut dépasser ça pour comprendre sa vraie portée morale, ontologique et métaphysique. D'accord. C'est vrai que juger la technique en soi, c'est un peu comme faire le procès d'un marteau. Le marteau n'est ni gentil ni méchant. Exactement. Il tape, c'est tout. Mais avant d'analyser l'impact de ce marteau, j'aimerais qu'on clarifie un truc. Parce que dans nos sources, on voit bien qu'il faut distinguer la technique du reste. On la confond souvent avec la science pure ou alors avec du simple bricolage. Et c'est une distinction cruciale pour une bonne copie de philo, ça. La technique, fondamentalement, c'est l'ensemble des procédés codifiés et transmissibles pour obtenir un résultat. C'est le pont entre la théorie et l'action. Donc, la science versus la technique, ça donne quoi concrètement? Prenons l'aviation. La physique des fluides, l'étude de la portance, ça c'est la théorie, c'est la science. Elle démontre, elle cherche à comprendre les lois de la nature. Le chercheur dans son labo. Mais l'ingénierie qui fabrique un avion de ligne, ça c'est la technique. Elle n'invente pas la gravité, elle l'utilise avec une exigence de résultat. D'accord, je vois très bien. Mais alors, la différence avec le bricolage? Parce que nos sources citent l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, et j'adore son analogie entre l'artisan et le bricoleur. Oui, Lévi-Strauss est incontournable ici. Que fait un bricoleur, selon vous? Le bricoleur, c'est le gars qui voit une chasse cassée, qui fouille dans son garage, qui trouve un vieux fil de fer, une planche qui traîne, et il rafistole le truc. Il improvise, oui. Ouais, il se débrouille avec ce qu'il a sous la main à l'instant T, alors que l'artisan ou le technicien, c'est tout l'inverse. Il a un plan. C'est exactement ça. Le technicien a la méthode avant de commencer l'action. Il va chercher le matériau spécifique, l'outil spécifique, avec un savoir-faire optimisé. Et cette idée d'optimisation, ça nous amène à un concept clé de nos fiches, la rationalité de moyens. Absolument. La technique cherche l'efficacité maximale, le meilleur rendement avec le moins d'efforts. Et c'est ça, ce mécanisme d'efficacité pure qui la rend amorale. Attendez, amoral. Genre sans morale? Indifférente aux fins visées, oui. Ah mais si, attendez, si on invente un logiciel de reconnaissance faciale pour surveiller massivement une population, vous n'allez pas me dire que la technique est innocente. Ça fait un peu excuse facile pour les ingénieurs, non? C'est un argument tout à fait sain. Et c'est le cœur du débat éthique. Mais attention, amoral ne veut pas dire immoral. C'est quoi la nuance? L'immoralité, c'est de choisir consciemment de faire le mal. La moralité, c'est juste de ne pas avoir de boussole éthique intégrée au système. L'algorithme en soi, il veut juste identifier des pixels efficacement. Ils sont fous des droits de l'homme Ouais, la responsabilité, elle est du côté de l'humain qui fixe l'objectif. et de la société qui l'autorise. La technique, elle, s'assure juste que le train roule très vite. Elle ne vérifie pas si on transporte du blé ou des bombes. C'est... c'est terrifiant dit comme ça.
C'est vraiment le triomphe du comment sur le pourquoi. C'est tout à fait ça. Et pour boucler sur la spécificité de la technique humaine, il faut parler de sa permanence. Par rapport aux animaux, vous voulez dire? Voilà. Dans nos documents, on a ce vieil exemple du chimpanzé. Il a faim, la banane est trop haute, il va emboîter 2 bâtons, hop, il attrape la banane, et puis... Et puis il lâche les bâtons. Exactement. L'outil n'a existé que pour le besoin immédiat. Il n'est pas gardé. Alors que l'homme, lui, il anticipe. Il taille son silex. Il le met dans sa poche en se disant « demain, je devrais chasser ». Il y a une projection. Oui, l'outil s'inscrit dans la durée. Mais du coup, ça pose une question immense. Si on passe notre temps à créer ces outils permanents pour transformer notre environnement, à quel moment ces outils commencent à nous transformer nous? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, la fameuse bascule. C'est le grand paradoxe. L'outil s'interpose entre nous et le monde. C'est une médiation. Et en faisant ça, il façonne notre corps et standardise nos vies. J'ai adoré lire l'anthropologue Marcel Mauss dans nos notes. Là-dessus, le passage sur les chaussures. On se dit que mettre des chaussures, c'est juste protéger ses pieds des cailloux. Mais c'est bien plus profond. C'est une altération biologique, ni plus ni moins. C'est ça. La chaussure enferme le pied. Sur des années, des générations, ça modifie la cambrure des os. Ça atrophie les muscles qui servaient à s'agripper. Ça change même la façon de marcher. Complètement. Le talon frappe le sol différemment, ça remonte dans les genoux, ça change la colonne vertébrale. Tout notre rapport physique au monde est réécrit par un bout de cuir cousu. Et ça, c'est une technique basique. Imaginez à l'échelle moderne. La télé dans le salon dans les années 50. D'un coup, on a tourné les fauteuils vers l'écran et plus les uns vers les autres. La technique sculpte l'intimité familiale. Et quand on applique ça à grande échelle, on obtient l'uniformisation globale de la société. Le sociologue Gabriel Tarde le disait déjà à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qu'il disait au juste? Il remarquait que les transports et les communications imposaient le même standard de confort et de politesse partout. En Europe, en Amérique. L'efficacité technique gomme les différences culturelles. Ouais, on mange pareil, on s'habille pareil, mais nos sources disent que ça va jusqu'au langage, non? On y lit que le vocabulaire se réduit. Oui, de façon alarmante. Aux États-Unis, par exemple, le vocabulaire du quotidien a drastiquement chuté. Mais pourquoi la technique appauvrirait la langue? C'est quoi le lien? Parce que pour la rationalité technique, le langage n'est pas de la poésie. C'est un transfert de données. Il faut que ce soit rapide et sans ambiguïté. Donc on simplifie. Exactement. La nuance, les synonymes, les nuances philosophiques, ça crée du bruit dans la communication. Pour être efficace, il faut tailler dans le gras. On réduit la langue à un code opérationnel. Ce qui résonne complètement avec cette citation de Léopold Flamme dans nos fiches, il dit, attendez, je l'ai là, il dit que la technique exige une intelligence instantanée et pratique, et qu'un esprit philosophique devient dangereux. Le mot dangereux n'est pas choisi au hasard. Non, c'est fort. Pourquoi dangereux? Parce que le système technique a besoin d'exécutants rapides, des gens qui appuient sur le bon bouton tout de suite. La philosophie, elle fait quoi? Elle met sur pause, elle doute, elle demande pourquoi on appuie sur ce bouton. Et ça casse le rendement. Voilà. Penser devient un obstacle à la chaîne de production. Et cette anesthésie de l'esprit critique, couplée à l'amoralité de la technique, ça nous mène tout droit au péril éthique. Il faut en parler, les documents mentionnent des exemples historiques lourds, sans prendre position, on doit reporter ce fait. Le régime nazi a utilisé la technique de façon industrielle pour ses crimes. C'est l'exemple historique absolu, ouais. C'était pas juste de la haine pure, c'était une bureaucratie technologique, avec des fiches perforées, une logistique optimisée, au service de la mort. L'efficacité pure dénuée de toute conscience. Et si le contexte a changé aujourd'hui, cette angoisse fondamentale, elle est toujours là, surtout avec les biotechnologies. Ouais, l'ADN, CRISPR, tout ça. Les sources parlent de la série documentaire Sélection contre nature ou du film Bienvenue à Gattaca. Là encore, de manière purement analytique, on voit que modifier le génome pour éradiquer des maladies, c'est formidable. Mais le risque géniste est réel. Oui, l'obsession de la performance biologique peut nous imposer une norme terrifiante. Et c'est là qu'intervient Martin Heidegger, le grand philosophe de la technique. Il parle de l'arraisonnement. L'arraisonnement, ça a l'air complexe comme terme. C'est l'idée que la technique moderne modifie carrément notre façon de voir le monde. Elle transforme tout en fonds, en stock disponible. Un exemple? La nature. Une forêt n'est plus un écosystème magnifique, c'est juste un stock de planches de bois. Un fleuve n'est plus un paysage, c'est une réserve de kilowattheures. Et l'humain devient une ressource humaine qu'on doit optimiser. Tristement, oui.
Et le pire, c'est que ça s'infiltre dans nos désirs. On veut des livraisons en 10 minutes, de la 5G ultra rapide. On est drogué à la gratification immédiate. C'est vrai qu'on ne supporte plus d'attendre. Et pour Heidegger, ce confort illusoire nous coupe des vraies questions. On cherche à gagner du temps, mais on ne se demande plus ce qu'on fait de notre vie. Waouh. C'est vraiment suffocant comme vision. Si on résume cette partie, on est standardisé, physiquement modifié, notre langue s'appauvrit, on perd notre sens critique et on est aveuglé par le confort. On est juste les esclaves de ce système en fait. C'est une prison. Ce serait trop simple de s'arrêter à ce fatalisme. Intellectuellement, il faut apporter une nuance. Le conditionnement n'est pas forcément de l'esclavage absolu. Ouf, ça rassure un peu. Il y a cette analogie géniale dans les textes, celle de l'oxygène. Oui, très parlante. On a tous un besoin biologique et continue de respirer de l'air. Sans oxygène, on meurt. Mais est-ce qu'on est pour autant les esclaves de l'air? Bah non, le mot n'a pas de sens. L'air est juste une condition de survie. Exactement. Et la technique, c'est pareil. C'est notre milieu de survie. Et puis, la façon dont on consomme montre bien qu'on n'est pas des robots rationnels. Prenons la voiture, par exemple. Si on relie ça à une vision plus globale, la voiture est le meilleur contre-exemple. Bah oui, si on était purement rationnel, on achèterait tous le même modèle gris, aérodynamique et pas cher, juste pour aller de A à B. Mais dans la vraie vie, les routes sont pleines de SUV énormes, de décapotables rouges. On achète du symbole. C'est ça, un marqueur social. La technique est détournée de sa fonction utile pour devenir un moyen d'exprimer qui on est. Et même sur les technologies très avancées, il y a de l'espoir. Le chercheur Jean-Gabriel Ganassia, par exemple, déconstruit le mythe de l'IA qui veut nous dominer. Ce fameux cliché de science-fiction. Oui, Terminator, tout ça. La réalité, c'est l'IA médicale en Finlande, capable de prédire les arrêts cardiaques avec une précision folle. Cette machine ne nous a servi pas. Elle vient pallier nos faiblesses pour nous sauver. Voilà, elle n'est pas extérieure à nous, elle vient de nous. Ce qui fait le lien parfait avec la citation de Nicolas Grimaldi dans Nos fiches. Il dit « La technique est la vocation de toute conscience humaine Une phrase essentielle. ». Comment c'est possible? Comment une conscience, un truc abstrait, peut avoir pour but de fabriquer des marteaux ou des IA? Pour piger ça, regardons du côté d'Oswald Spengler. Il parle de la technique comme d'une procédure de conflit. Un conflit contre quoi? Contre la nature. Voyez-vous, la conscience humaine ne fait pas que percevoir la réalité. Elle imagine ce qui manque. L'animal, il a froid, il s'adapte, il fait pousser des poils. Et l'humain? L'humain, il a froid. Il se sent vulnérable et il est profondément insatisfait. Alors sa conscience imagine le feu. Elle imagine le manteau, la maison, l'outil né de cette frustration. Ah, c'est génial. Donc l'outil, avant d'être un objet physique, c'est une rébellion intellectuelle. C'est l'action faustienne par excellence. L'homme ne veut pas juste survivre, il a une soif de dépassement. Il veut défier les limites de l'univers, aller dans l'espace, explorer les océans. La technique, métaphysiquement, c'est l'expression de notre désir d'absolu face à un monde matériel contraignant. Bon, alors qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? Si on récapitule pour l'examen. 1. La technique, c'est une méthode d'efficacité pure amorale, bien différente de la science. 2. Elle porte un risque lourd, celui de nous uniformiser et de nous faire oublier nos vraies questions existentielles, comme disait Heidegger. Très juste. Mais 3A, finalement, elle est le reflet direct de notre conscience libre, qui refuse les limites de la nature. C'est le miroir de nos désirs profonds. C'est une synthèse impeccable. Une vraie architecture de réflexion. Merci. Et ça nous laisse avec une question ouverte vertigineuse pour aller un peu plus loin. Si la technique vient de notre besoin de combler nos limites, et qu'aujourd'hui on cherche à créer des machines intelligentes à notre image. Les fameuses IA. Exactement. Est-ce que dans un dernier élan faustien, on cherche à perfectionner notre esprit, ou bien par une sorte de fatigue existentielle énorme, on cherche secrètement à se remplacer? Oula, quelle perspective. L'outil qui devait nous libérer de la nature pourrait devenir la nature qui nous libère de nous-mêmes. Ça, c'est une réflexion qui donne envie de creuser encore. C'est l'essence même de la philo, le doute et le questionnement. Absolument. Un immense merci d'avoir éclairé toutes ces sources avec nous. On espère que cette exploration sonore aidera tous ceux qui nous écoutent à structurer leurs idées. C'était un plaisir. Bonne révision à tout le monde et gardez toujours l'esprit critique éveillé. Regardez vos objets différemment aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle plongée philosophique